Merci beaucoup Stéphane. Mesdames et messieurs, place à présent au Legacy Talk. Je vais inviter Monsieur Al Kitenge à me rejoindre pour que nous puissions justement lancer cette séance de questions-réponses. Je vous prie de l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour coach. Bonjour cher ami. Comment ça va? Ça marche. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, Al, vous considérez l'économie informelle comme le principal piège interne alors qu'elle fait vivre 90% des Quinois. Quel est le problème justement? Merci beaucoup, j'aime cette question. Je me souviens de deux choses. La première, c'est Covid-19 qui arrive et on s'aperçoit que l'État congolais n'a aucune capacité de répondre à l'urgence. Le peuple congolais est abandonné à lui-même. Et on entend dans toutes les chaînes de télévision que la France a disponibilisé des fonds pour venir en aide aux citoyens français. Les États-Unis font exactement la même chose. Mais la République démocratique du Congo n'a aucune capacité, n'a aucun système, n'a aucune structure. La réalité est la suivante. En termes de travail formel, seulement 4% des Congolais travaillent et contribuent de manière organisée. Il n'y a aucune théorie économique qui peut montrer que cela soit possible d'avoir ce qu'on appelle les produits de solidarité. Ça veut dire qu'en fait, le travail informel répond à des solutions de tous les jours, mais en cas de problème sérieux, l'État n'est pas en contrat avec les citoyens pour être en mesure d'avoir la structuration nécessaire pour lui donner les moyens de survivre. Deuxième, et ça nous touche tous les jours. Regardez ces gens qui sont dans l'informel. 30 ans plus tard, ils sont exactement dans le même état, sauf exception. Ce n'est donc pas le logiciel qu'il faut pour être en mesure de faire progresser la nation. Ce qu'il faut, c'est de créer ce qu'on appelle un contrat social intelligent, performant, qui permette à l'État de faire fonctionner de manière optimale l'intelligence et la force des citoyens pour qu'ils soient, dans un contrat avec l'État, à mesure de contribuer aux différentes caisses qui appartiennent à l'État et qui lui permettent de renvoyer aux citoyens des services de qualité. Nous sommes dans une situation de rupture entre l'État et les citoyens parce que tout le travail est considéré comme étant un travail dans l'informel et tout le monde sait très bien que dans l'informel, on n'est pas en situation de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les éléments de protection sociale. Le chef de l'État parle de la gratuité de l'enseignement. Il n'y a pas de gratuité s'il n'y a pas des gens pour contribuer à la caisse commune qui permettra à l'État de pouvoir constituer cette gratuité. C'est pour ça qu'elle marche difficilement. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers la couverture santé universelle, mais la couverture santé universelle, ça ne peut fonctionner que lorsque tout le monde, chacun en fonction de ses moyens, peut être à mesure de donner un minimum de contribution. Vous parlez de pièges internes, parlons de pièges externes. Vous considérez l'économie extravertie comme le piège externe, alors que justement les Congolais en dépendent suffisamment. Qu'en répondez-vous? Oui. En même temps que nous avons cette caractéristique de faiblesse notoire, d'avoir notre économie complètement informelle sur le territoire, nous sommes les spécialistes des importations. Notre argent, nous le donnons aux autres pays pour acquérir leurs biens. Mais en fait, je voudrais juste imager cela. Lorsque nous importons du maïs ou n'importe quel autre bien que nous sommes capables de produire ici, ça veut dire qu'en fait, nous finançons le travail dans ce pays-là. Ça veut dire qu'en fait, nous finançons le développement dans ce pays-là, y compris les taxes. Je ne vois pas l'intelligence collective là-dedans. J'ai juste l'impression que nous commettons des péchés énormes. Le premier, c'est celui de dire, nous avons ici comme matière première ou matière exportable les produits miniers. 92% de nos revenus en devises sont sur le secteur minier. Mais je voudrais juste rappeler que le secteur minier est épuisable. Le pétrole est épuisable tout autant, c'est le deuxième produit d'exportation. Ça sous-entend qu'en fait, lorsque nous avons ces devises, nous devrions avoir l'intelligence de convertir ces devises en des biens et systèmes qui sont durables. Ce que nous, on fait, c'est qu'on prend ces devises qui nous sortent des matières épuisables, nous les renvoyons à l'extérieur pour financer le travail et le développement des autres pays. Quand ça vient ici, c'est de la nourriture qui finit dans nos fosses septiques. Je ne trouve pas ça très intelligent. Et je pense simplement que si nous regardons ce piège de l'économie informelle qui ne nous permet pas d'avoir un logiciel optimisé, et si je regarde le fait que notre économie est essentiellement extravertie, je pense que nous sommes dans une situation de danger permanent et il faut corriger ça le plus vite possible. Dans les deux cas, vous parlez de piège interne, piège externe. Qui est piégé? La population ou les autorités? J'aime bien la question. Je crois que nous sommes tous piégés, les uns par le fait que ça résout des problèmes de tous les jours, on n'a pas de solution, mais on reste en permanence dans, j'ai envie de dire,
la précarité. Ça devient provisoire, mais ça devient définitivement provisoire ou provisoirement définitif. Nous n'avons pas un logiciel de sortie de champ. Aujourd'hui, on a l'impression que l'économie informelle est devenue fatale et qu'elle s'impose à nous. La réponse c'est que non. Si nous réfléchissons bien, nous pouvons restructurer notre économie et la rendre formelle et passer des petits boulots à des vrais boulots, parce que les petits boulots tuent les vrais boulots. Deuxièmement, on a l'impression, et je regrette énormément, nous avons 6 ministres en ce moment en train d'essayer d'acheter du maïs dans un pays désertique. Je trouve ça insolent. Et aujourd'hui, la négociation n'est pas qu'ils achètent du maïs, c'est que la Zambie permette que le nombre de camions nécessaires soit en mesure de passer, parce qu'il n'est pas prévu sur les routes zambiennes autant de camions sans perturber la mobilité de leurs propres biens et de leurs propres personnes. Je crois simplement que à un moment donné, il faudrait que nous soyons juste sérieux, et les panélistes qui étaient ici tout à l'heure ont été très corrects et ils ont été très courageux de le dire de manière tout à fait conséquente. Donc il est impossible d'imaginer qu'on peut évoluer avec cette question d'importation permanente des biens que nous pouvons produire ici. La réalité, il faut être en mesure de le reconnaître, c'est que si vous désirez planter, il faut attendre que les produits arrivent à maturité, alors que si la fin est aujourd'hui, il faut importer et éviter la pression sociale et la pression politique. Mais vous ne pouvez pas être piégé par les pressions politiques de manière permanente. Donc à un moment donné, réglez les problèmes d'aujourd'hui, mais surtout projetez-vous. Soyons capables de nous envoyer dans le temps, de dire dans 5 ans où est-ce que nous désirons aller, dans 10 ans où est-ce que nous désirons aller, et comment on fait pour que les 3 prochaines années soient planifiées et organisées. Et je crois simplement que parce que nous finissons toujours par payer, ça veut dire que nous avons l'argent. Parce que c'est nous qui achetons les produits importés, ça veut dire que nous avons l'argent capable d'être utilisé localement pour être en mesure de faire du développement intégré. Les panélistes analysaient récemment les différents échecs des programmes et projets agricoles. Envoyez-vous un lien entre les deux questions que j'ai posées tantôt? Je crois que les panélistes de tout à l'heure ont été très clairs, et vous avez raison. Et tout le monde dit une chose simple que moi je dis depuis 20 ans. Nous ne pouvons pas être un pays efficace sans avoir un plan stratégique de développement. Et quand je parle du plan stratégique de développement, dans un pays aussi précaire que le nôtre, le plus petit horizon, c'est 30 ans. L'horizon opérationnel, c'est 15 ans. 15 ans pour répondre à une question qui a été posée ici. Le temps nécessaire pour former des gens capables de travailler. Si pendant 30 ans, vous n'avez pas travaillé, il est difficile de décider du jour au lendemain que vous mettiez les gens au travail et que vous ayez le résultat optimal. Et c'est pour ça que Didier Moumengi parle de la militarisation. Ça veut dire qu'on impose une certaine discipline chimique et physique pour que les gens soient en mesure de travailler. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, le seul programme qui donne plus ou moins des résultats soit le programme du service national. Parce qu'encore une fois là, nous sommes dans une certaine étape de la militarisation. Et donc, je reste convaincu que sans plan stratégique de développement, les questions que nous sommes en train de donner dans le secteur de l'agriculture, nous allons les retrouver dans la santé, nous allons les retrouver dans l'éducation, nous allons les retrouver dans tous les secteurs. Un peuple sérieux, c'est un peuple qui se projette dans le temps et c'est un peuple qui anticipe sur les difficultés. On dit que gérer, c'est prévoir. Prévoir, c'est prévenir. Il ne faut pas attendre qu'une catastrophe similaire à celle de Covid-19 nous arrive pour qu'on s'aperçoive que nous ne produisons même pas le moindre mètre carré de papier. Je dis de manière vulgaire, excusez-moi de le redire encore une fois ici, si on referme les frontières, dans les 2 semaines qui viennent, il n'y a même pas du papier hygiénique sur le territoire congolais. Parce que tout le papier hygiénique, nous l'importons. En fait, nous importons tout le papier tout court. Donc, à un moment donné, rien que pour des choses qui tiennent aux petits réflexes du quotidien, réveillons-nous sur nous-mêmes. Échec agricole, échec en développement. Si on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, prochaine question. Échec agricole, échec en développement, échec en élevage. Malgré le FPI, nous n'avons pas la moindre industrie de développement. Est-ce fatal? Non, ce n'est pas du tout fatal. Nous ne pouvons pas nous plaindre de la BAD, nous ne pouvons pas nous plaindre du FMI, nous ne pouvons pas nous plaindre de la Banque mondiale. Nous sommes allés dans toutes les universités du monde, les Congolais qui ont étudié et les Africains qui ont étudié, qui sont prêts à nous aider. Nous sommes très nombreux pour être en mesure de continuer à nous plaindre 60 ans après les indépendances. Nous devons être en mesure de dire que ce n'est pas fatal, mais ça fait partie de la géopolitique. Vous savez, nous garder dans l'état de pauvreté fait partie de la stratégie occidentale. Et il y a des professeurs d'université aux États-Unis qui le disent sans se cacher. En fait,
le monde entier, c'est comme vous mettez les gens dans une caisse et une quantité de nourriture. S'il y a des gens qui sont plus gourmands que les autres, même s'ils mangent au-delà de leur faim, il y a des gens qui mourront de faim. Il y a des statistiques qui démontrent de manière assez claire qu'il y a sur la planète Terre suffisamment de nourriture pour que tout le monde mange à sa faim. Mais il y a des coins du monde où on jette plus de la moitié de la nourriture produite et mise sur la table. Et il y a des coins du pays, et nous sommes parmi ceux-là, où les gens ne mangent pas à leur faim, et il y a même des gens qui ne mangent pas du tout. Et donc, moi, je pense simplement que, en tant que pays, en tant que continent, nous avons l'obligation de nous rendre compte que Covid-19 a été un point d'arrêt qui devrait nous permettre de nous réinventer en tant que pays en termes organisationnels sur les questions de santé, mais pas que, sur les questions d'économie surtout. Parce que l'économie soutient pratiquement la soutenabilité et le développement d'un pays. Et je pense simplement que nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire un arrêt et avoir une capacité de réflexion pour être en mesure de générer le pays dans lequel nous désirons vivre dans les années à venir. Et sinon, par quoi passe-t-on pour tourner le dos à l'économie de l'esclavage et comment convertir les activités informelles pour que l'État puisse justement en sortir gagnant dans tout ça? La chose la plus importante, c'est le contrat social. Aujourd'hui, si vous dites aux gens, il faut payer les taxes, ils vous disent, c'est pour faire quoi? Ok? Et ils veulent voir un État discipliné, capable d'être un bon père de famille avec la cagnotte collective. Il nous faut donc des valeurs. Aujourd'hui, la corruption est considérée comme étant la chose la plus dangereuse, la plus destructrice de toutes les velléités qui puissent être en mesure de nous mettre ensemble. Et aujourd'hui, les gens considèrent que l'industrie la plus productive du point de vue financier, c'est l'industrie politique. Et tout le monde sait que si l'industrie politique est au-dessus de toutes les autres industries, vous êtes dans la catastrophe la plus totale et c'est la situation de notre pays. Donc il est important que les gens qui aspirent à la gouvernance de la République se rendent compte qu'ils sont au service de l'État. Mais en fait, à un moment donné, nous ne pouvons pas être un peuple qui insulte ses dirigeants à tout moment. Il faudrait qu'on se réconcilie, il faudrait qu'on se parle en se regardant droit dans les yeux et qu'on dessine notre vie et notre pays et notre nouveau logiciel de vie où nous pensons être dans une communauté où les valeurs existent. Toute la question c'est quelles sont nos valeurs? Nos valeurs doivent être basées sur ce que est l'Afrique, la solidarité. Deuxième, c'est aussi la discipline, parce que regardez la manière dont nous partageons les routes, ça montre clairement que nous n'avons pas la capacité de nous mobiliser pour être en mesure de travailler. Et je crois que si les choses ne se planifient pas, si nous ne sommes pas un pays avec des valeurs, si nous ne nous entendons pas de où nous voulons aller dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, et nous donnons à un président le pouvoir d'arriver, et lui, il gère seulement les 5 ans à venir, il peut prendre des bonnes décisions, mais qui ne sont valables que dans la mandature et qui peuvent être très contre-productives pour le long terme. Il est donc important que nous ayons une vision sur le long terme, afin que quand un président arrive avec son gouvernement et les autres institutions, ils se disent, ils sont dans un processus dont ils n'ont le devoir d'exécuter qu'une partie. Point full stop. À partir de ce moment-là, nous savons exactement quel est le contrat que nous avons avec la gouvernance et nous savons aussi quelles sont les responsabilités qui sont celles des citoyens. Le drame de notre pays, c'est que les hommes politiques ont pendant très longtemps fait penser aux Congolais qu'ils pouvaient vivre gratuitement. Gratuit n'existe pas du tout. Chaque chose qui est faite, même quand elle est faite soi-disant gratuitement, en fait elle est faite parce qu'elle est prise en charge par le gouvernement, par la cagnotte collective. Et ça a un sens dans la terminologie qu'il faut être en mesure de changer dans notre narratif. Gratuit n'existe pas. Et si vous dites que gratuit n'existe pas, il faut donc faire quelque chose qui est extrêmement important, c'est faire le champ du travail. Il n'y a que le travail qui libère. Il faut que les gens se rendent compte qu'en fait, le succès, la perfection, l'excellence est au bout de l'effort et du travail. Et ça, c'est le nouveau slogan que nous devons être en mesure de pouvoir prôner à nos enfants à l'école maternelle. Plutôt que de leur dire que Jean César est Lokopamba, c'est de leur dire, nous devons travailler pour être en mesure de construire les résultats pour aujourd'hui et pour demain. Mais alors, comment transcrivez-vous ce que vous dites, où 70 à 80% de notre population vit dans des conditions assez précaires? C'est exact. Nous sommes un pays où, quand on vous dit que vous êtes villageois, et hier un député était en train d'insulter quelqu'un sur un plateau de télévision et le traiter de villageois, il y a une certaine hiérarchie qui s'est positionnée dans notre tête. Nous pensons que quand vous êtes à Kinshasa, vous êtes meilleur que ceux qui sont à Lubumbashi, et ceux qui sont à Lubumbashi sont meilleurs que ceux qui sont à Kassaji. Il n'y a pas plus stupide que ça.
Parce que l'arithmétique montre clairement que 80% de notre population sont en milieu ruraux. Il n'y a aucune théorie logique qui puisse permettre que nous pensions que nous pouvions avoir une croissance économique sans faire mettre à profit et dans le travail les 80% de notre partie, de notre population que nous considérons comme des sous-hommes. Ce n'est pas logique, ce n'est pas intelligent de notre part de penser qu'on peut consommer tout l'argent de l'État dans les milieux urbains, qu'on peut s'endetter au nom de tout le monde et consommer l'argent dans le milieu urbain. Et aujourd'hui, nous avons l'intelligence de la présidence de la République qui consiste à envoyer de l'argent dans les 55 territoires. Si nous arrivons à intensément envoyer de l'argent dans les 55 territoires, l'être humain est juste comme une fourmi. Nous allons avoir des gens intelligents qui vont aller à la rencontre de cet argent et une partie va se sédentariser là-bas et nous allons donc avoir la masse critique dont parlait Didier Moumengi sur le plateau ici pour commencer à être efficace. Mais pour y arriver, il est important qu'il y ait deux catégories. La première, c'est l'argent public. Ça veut dire l'argent que l'on met sans nécessairement avoir l'efficacité financière nécessaire. Mais il y a également ce qu'on appelle l'argent privé qu'il faut mettre, et c'est ce que M. Bamba disait tout à l'heure, pour que le business se réalise et que nous soyons en mesure de gagner de l'argent. Je voudrais juste rappeler deux choses. La première, c'est que 90% de nos ressources minières sont en milieu rural. Je ne comprends pas ce qui est difficile. Si nous n'y allons pas, les Chinois y vont. Et nous voyons chaque jour qui passe dans les réseaux sociaux, on a attrapé des Chinois illégaux, ils sont là où nous ne sommes pas, mais ils font de l'argent. Et quand vous regardez les montants, il s'agit des dizaines, des centaines, des millions de dollars. Et si ces millions de dollars sont là-bas, qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que nous faisons ici? Et je crois que si nous travaillons de manière intégrée et que nous avons la générosité nécessaire d'aimer ce pays et de l'aimer de manière intégrée et intégrale, il est possible que nous soyons en mesure de nous relever dans un temps record dans ce pays. À quelles conditions le projet de développement de 145 territoires, chef au président de la République, peut devenir un projet de développement à la coréenne? D'abord, il faudrait qu'il arrête d'être le projet du président. Il faut qu'il devienne le projet de la République démocratique du Congo et qu'on le décline d'une façon transversale. Et qu'au-dessus des 145 territoires qui sont régis par ce qu'on appelle le PDL, le plan de développement local 145 territoires, il faudrait qu'on génère 145 PLD, plans locaux de développement, parce que tous les territoires ne se ressemblent pas. Les territoires sont différents les uns des autres et ils ont chacun ses spécificités. Il faut donc qu'on étudie maintenant de manière pointue chaque territoire, qu'on sorte ses forces et ses faiblesses et qu'on détermine un plan qui permette que ces 145 entités se développent viablement. Mais au-delà des 145 territoires, il faut quand même regarder que nous avons un certain nombre de zones rurales, et Maluku en est une, qui devraient avoir la même attention que les 145 territoires. Après ça, il faudrait que nous arrivions à avoir une efficacité au niveau du leadership à tous les niveaux. Il faudrait que nous ayons 26 provinces qui sont dirigées par 26 leaders de qualité à qui nous donnons des indicateurs de performance et qui travaillent dur. Il faudrait que nous ayons 145 administrateurs du territoire formés, suivis, qui ont des indicateurs de performance que nous suivons de manière tout à fait pertinente. Il faudrait que nous ayons des bourgmestres qui sont capables de rendre le service public de qualité et qui puissent permettre que la formation, la santé soit au niveau le plus élevé pour que les gens soient en mesure de travailler viablement. Et c'est avec ce leadership de tous les niveaux, de tous les paliers, que nous avons la capacité de convertir ce 145, le PDL 145 en un véritable plan et projet moteur du développement de la République démocratique du Congo. Et entre-temps, nous sommes membres de l'EAC, SADC, ZECAF. Est-ce que nous sommes pris à notre propre piège? Oui, on pourrait dire ça comme ça, si nous restons dans le même état d'esprit que nous avons aujourd'hui. Ça sous-entend qu'en fait, le président actuel kenyan nous a traités de marché de manière ouverte pendant qu'il était en pleine campagne. Il disait que nous étions, nous, un grand marché qu'il faut venir conquérir. Et il avait raison. Un député tanzanien nous a même insultés, nous a traité d'un peuple qui ne sait que danser et boire, alors que nous avons l'opportunité de ce qu'on appelle dividende démographique. En fait, de dividende démographique, nous avons deux choix. Soit nous sommes un marché pour les autres, soit nous sommes un marché intérieur capable de piloter notre propre développement. Et donc, la chose la plus importante, c'est de prendre conscience pour décider où est-ce que nous mettons les billes de l'État. Je vais dire deux choses. La première, c'est que nous avons fait un accroissement budgétaire de 4 à 10 en fonds propres, 12 au total.
c'est suffisamment d'argent pour qu'on décide de dire, on a toujours vécu avec 4, donc si on désire, on peut décider de prendre 2 milliards et les consacrer à des programmes de développement intégrés comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, qui puissent permettre d'engendrer une certaine économie locale. La deuxième des choses, c'est que tout ça n'est possible que si l'indicateur de performance n'est pas immédiat. Si vous poussez les dirigeants à agir sur des projets visibles, je voudrais juste vous dire que nous faussons le contrat de départ parce qu'ils risquent de ne pas se consacrer aux projets structurants qui, eux, ne donneront pas des signes visibles aujourd'hui pendant son mandat ou leur mandat. Et donc, il faudrait que nous dégagions un petit peu la pression sur nos dirigeants afin qu'ils aient la capacité de faire à la fois des choses dont nous avons des résultats aujourd'hui pour concentrer notre confiance en eux, mais également une deuxième chose, qu'on leur laisse la possibilité d'engager des projets qu'ils ne termineront jamais. Mais ça, ce n'est possible que lorsque nous nous mettons dans un programme à moyen et à long terme. Comment repartissez-vous le rôle entre le leadership public et les opérateurs économiques privés? Vous avez posé tout à l'heure une question sur les différentes zones économiques dans lesquelles nous sommes. Je voudrais juste insister sur le fait que nous sommes également membres de la zone économique de libre-échange continentale, les CAF. Et là-dessus, moi j'ai souvent entendu dire, oui, mais on ne doit pas le faire, l'État devrait faire attendre. Et vous savez, dans une zone de libre-échange, il ne s'agit pas des États, il s'agit des hommes d'affaires. Le drame de notre pays, c'est que nous avons des hommes d'affaires de taille très peu respectable, excusez-moi, j'ai cherché un mot poli, mais celui-là est le seul qui arrive. Nos opérateurs économiques sont des ramasseurs. C'est pour ça que nous avons en grande partie des gens qui se battent pour se positionner sur les importations. Ils nous volent en permanence. Les vrais opérateurs économiques seraient ceux qui travaillent et qui font travailler les Congolais sur le sol congolais. C'est quand vous avez une économie domestique solide que vous pouvez commencer des échanges avec les autres pays en toute respectabilité. Parce qu'il y a ce que l'on appelle la balance commerciale. La quantité des biens que vous encaissez chez vous, que vous importez chez vous, et la quantité des biens que vous exportez. Et là, il y a un piège. Nous, on exporte les matières généralement minières ou, en général, c'est du capital intensive. Ça utilise beaucoup de capitaux et beaucoup de machines et très peu d'emplois. Et si quelqu'un, en contrepartie, pour la même quantité d'argent, vous envoie des biens de consommation courante, le nombre de personnes qui travaillent là-bas est beaucoup plus élevé. Alors, il y a quelque chose que les gens ne regardent pas. C'est que si vous travaillez sur du capital intensif, vous regardez une seule chose, les taxes sur les entreprises. Alors que si vous travaillez sur les PME, vous allez regarder beaucoup plus les impôts sur les revenus des individus, non seulement du point de vue économique, vous avez touché beaucoup de gens, mais également du point de vue des revenus fiscaux, vous avez plus de revenus pour la même masse en termes d'échange. Et donc, il n'est pas question de regarder les chiffres de manière inintelligente. Il faut regarder les chiffres avec responsabilité. Je le dis de manière régulière, c'est qu'au-delà des statistiques, il y a des vies humaines. Un vrai stratège, c'est celui qui pense à la manière de donner des résultats aujourd'hui et pour demain. Quelles sont les zones de résistance pour changer le paradigme et quels sont les facteurs d'accélération? La résistance est culturelle et Didier le disait encore tout à l'heure. Lorsque vous regardez les pamphlets de la Banque africaine de développement et où on parle de l'agriculture, on montre une vieille dame qui porte une bassine sur la tête et qui a une houe. Et ça, c'est pas très sexy. Hein. Si vous dites à une jeune femme qui sort de l'UPC en disant « tu vas aller faire l'agriculture », dans sa psychologie, c'est la femme qu'elle voit sur la couverture. Déjà, nous devons être, ça ne nous aide pas beaucoup et ça ne mouille pas une grande partie de notre population. Vous parlez du plan stratégique de développement. Lorsqu'on fait un plan stratégique de développement dans un pays, on le coule sous forme de loi. Tout le monde est censé le respecter. Regardez la Côte d'Ivoire, jusqu'aujourd'hui, il fonctionne sur un plan qui vient de Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, regardez un pays comme la France, le Grand Paris, le programme du Grand Paris, c'est Sarkozy qui l'a lancé. Il continue jusqu'aujourd'hui, les travaux continuent. Et c'est comme ça qu'un pays fonctionne. Un pays ne fonctionne pas avec les 5 chantiers du chef de l'État, et puis le plan de la modernité, et puis le chef de l'État qui vient avec sa vision. Non, à un moment donné, le chef de l'État est au service de la nation. Il faut être à mesure de le nourrir. À un moment donné, il fait des propositions. Quand elles sont correctes et que nous les avons adoptées, on les adopte vraiment. Et ça devient un plan de la nation. Imaginez un seul instant, et je ne le souhaite pas, qu'un chef de l'État fasse un accident et qu'il meure. Est-ce que toutes les bonnes idées, tous les grands plans qu'il a lancés s'arrêtent du jour au lendemain? La réponse est non. Et donc, un chef de l'État, les dirigeants d'un État, c'est des patrimoines de la République. Leurs actions sont censées durer dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, on vous parle du plan Marshall. Marshall est mort.
Et donc, à un moment donné, il faut juste qu'on se rende compte que, quoi que l'on fasse, à un moment donné, un pays qui est dans la précarité où nous sommes doit être à mesure de se planifier dans le temps. Costa, il parle des valeurs et il dit nous en sommes arrivés là, comment on fait pour en sortir? Il y a une seule chose qui permet aux politiciens de nous raconter des bobards, c'est la corruption. T-shirt, argent et tout le reste. À partir du moment où les gens vont arrêter ce genre de choses, et nous en sommes à une situation où Internet nous favorise à faire un stop à toutes ces choses, nous allons engager le débat de société. Mais je voudrais juste rappeler une chose. Tous les politiciens que nous connaissons, nos oncles, nos tantes, nos frères, nos parents, c'est nous. Alors, il ne faut pas nous faire penser que les politiciens, c'est une race à part. Non, ils font partie de notre société. Ils sont médiocres là-haut pour montrer ce que nous sommes en bas ici, aussi médiocres que la réalité. Sur la route, 99,9% des gens qui circulent dans l'indiscipline la plus totale ne sont pas des politiciens, c'est nous. Seulement, eux, ils ont le privilège de mettre en haut ce que nous faisons ici en bas. Et quand ça leur plaît, ils roulent en sens inverse, qui est une démonstration d'indiscipline notoire et inacceptable. Et je voudrais terminer par le contrat social de l'expert en NTIC. Oui, c'est vrai, les promesses irréalisables ne sont valables que pour des idiots. Quand je te raconte une chose qui ne se fera pas, et c'est évident qu'elle ne se fera pas et que tu acceptes, c'est que quelque part, tu es simplement irresponsable. Et je crois que c'est notre devoir, nous, citoyens, de devenir de plus en plus exigeants. Et c'est pour ça que chaque fois que je parle aux universitaires, je dis, vous êtes le dépôt de nos intelligentes. Vous êtes les meilleurs d'entre nous. Vous êtes les surdiplômés. Vous devriez être à mesure de mettre sur la place publique ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Où on doit aller et où on ne doit pas aller. Ça permettrait que quand les politiciens commencent à intervenir, ils interviennent sur base des statistiques qui ont été produites de manière indépendante. Est-ce que vous savez que notre pays n'a pas de statistiques? Quand on voudrait sortir des statistiques, on dit selon la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale fabrique des fausses statistiques pour se permettre de négocier avec nous. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que nous sommes passés de 4,5 milliards de dollars à 12 milliards de dollars? Personne n'a vu venir. Même la Banque mondiale n'a pas pensé qu'on y arriverait. Le FMI était surpris. Chaque fois que les gouvernements passaient essayaient de dire nous allons atteindre 7,5 milliards de dollars de budget, on leur disait c'est impossible, ce ne sera pas réalisable. Nous sommes passés de 4 à 12. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, ce pays peut faire des tas de choses. C'est vrai, avec la discipline, avec l'IGF, on a réussi à encadrer plus ou moins l'économie existante. Maintenant, il faut géographiquement et sectoriellement étendre l'économie. Il faut diversifier sérieusement l'économie. Et ce programme de 145 territoires est une véritable opportunité, pourvu qu'au PDL 145, on ajoute les 145 PLD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Mesdames et messieurs, je vous prie de l'applaudir encore une fois. Et donc, ça n'est complètement fini pour ce jour. On va se lever. Mais j'aimerais que vous répondiez à une question simplement. Le public est impatient. C'est quand les prochains rendez-vous? Dans un mois, nous aurons le prochain Legacy Talk qui sera en ligne. Dans 2 mois, nous aurons un deuxième en ligne. Et dans 3 mois, nous aurons le privilège d'avoir un autre en présence. Merci beaucoup, coach. Merci aussi à vous tous d'avoir participé à ce spécial Legacy Talk avec nos intervenants qui ont été assez brillants. Merci beaucoup.